Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 9, MPR, toxine botulique, douleur et évaluation de la douleur, de nouvelles perspectives avec Philippe Marc, professeur de MPR, chef de service du département de neuroréadaptation au CHU de Toulouse, et Rodrigue Deléens, médecin algologue au centre d'évaluation et traitement de la douleur au CHU de Rouen. Bienvenue. Docteur Deléens, bonjour. Bonjour. Quelle place la toxine botulique occupe-t-elle aujourd'hui dans la prise en charge des douleurs chroniques ? La toxine botulique est utilisée depuis très longtemps par les médecins rééducateurs. On a découvert plus récemment son efficacité sur la douleur. Alors, je passe les mécanismes, mais il n'a pas seulement une action sur la plaque neuromusculaire et donc une efficacité sur le muscle. On a également des effets directs sur la douleur via les neurotransmetteurs qu'on connaît, glutamate, CGRP, substance P et les récepteurs TRPV. Donc on utilise la toxine aujourd'hui sur recommandation d'experts de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur dans les douleurs neuropathiques localisées, plutôt en deuxième intention. On a une AMM dans la prise en charge de la douleur chronique, réfractaire, avec des recommandations HAS que j'invite les auditeurs à consulter, et de nombreuses études, méta-analyses, revues de littérature qui évoquent des possibles efficacités dans certaines douleurs musculaires, syndromes myofasciaux de façon assez discutable, des douleurs neuropathiques plus diffuses, post-opératoires, des neuropathies périphériques, notamment dans le diabète, ou plus récemment des communications sur les douleurs articulaires, arthrosiques, notamment au niveau du genou. Est-ce que ces résultats étaient attendus ou sont surprenants ? Ces résultats sont finalement compréhensibles au vu des mécanismes physiopathologiques. Aujourd'hui, il faut mettre en place des études un petit peu plus poussées, des études bien menées. C'est toujours la limite de l'interprétation et des résultats qui font qu'on a du mal à placer la toxine botulique aujourd'hui à un niveau de preuve suffisant pour avoir des recos clairs et des AMM, ce qui est essentiel aujourd'hui. Au-delà, quelles sont les réflexions sur les pathologies douloureuses rencontrées en MPR ? Alors, d'après ce qu'on a pu entendre au congrès de la Sofmer concernant l'atelier douleur, deux grandes pathologies font couler beaucoup d'encre, beaucoup d'articles et de recherches avec des jeunes qui ont publié leurs travaux, notamment une communication sur le SDRC avec l'élaboration d'un outil d'évaluation du score de sévérité. Et on a eu également une présentation intéressante sur les programmes de rééducation qui ont été allégés dans un contexte Covid, mais des réflexions aussi sur l'efficacité et l'efficience dans un monde où le coût versus bénéfice, fonctionnalité, douleur et reprise du travail chez les patients est important. Je vais maintenant me tourner vers vous, professeur Marc. Il y a une étude intéressante qui est sortie concernant l'évaluation de la douleur dans les soins. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Oui, c'est une étude tout à fait passionnante qui a été présentée. En effet, il s'agissait d'évaluer la douleur dans tout soin entraînant un contact entre un malade et un soignant. Donc, y compris dans des soins qui, a priori, paraissent simples et non algogènes, si je puis dire. Par exemple ? La toilette, l'habillage, ce genre d'approche. Et donc, c'est une étude assez systématique et qui avait une étude préliminaire. Donc là, on était dans une étude plus large chez l'adulte et qui montrait quand même la présence de douleur dans des soins de base qui étaient liés en particulier à l'importance de l'incapacité et donc du handicap. Et qui surtout était mal perçu par les soignants et pour lequel les auteurs font des recommandations de prévention et d'apprentissage d'une prise en charge adaptée et spécifique. Est-ce que ce sont des recommandations qui sont faciles à appliquer ? On est dans les études préliminaires, donc on n'est pas encore au stade des recommandations, mais ils vont les écrire, ce sera les prochains épisodes. D'accord. Nous allons changer un tout petit peu de sujet, mais pas complètement. Il existe 2 techniques non médicamenteuses innovantes
Est-ce que vous pourriez nous les donner, nous les expliquer ? Donc, on a vu 2 exposés, un sur la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, RTMS, qui était une méta-analyse. Donc, la RTMS, c'est une technique qui permet d'appliquer un champ magnétique sur le cortex moteur et de traiter un certain nombre de douleurs, en particulier neuropathiques. Actuellement, les recommandations placent la RTMS en 3e ligne dans l'arsenal thérapeutique. Et donc là, la méta-analyse concernait l'importance d'être somatotopique ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut cibler le cortex moteur du membre inférieur quand on a mal au membre inférieur, ou est-ce qu'on peut avoir une porte d'entrée un peu unique qui serait le membre supérieur à la main ? Pourquoi ? Parce que techniquement, c'est plus facile. Donc c'est une méta-analyse qui répondait globalement qu'on n'a pas d'argument actuellement dans la littérature pour favoriser une utilisation somatotopique, ce qui facilite l'utilisation de la RTMS et même diminue les coûts d'utilisation de ce type d'appareil. Et la deuxième ? Donc la deuxième, c'était une étude qui était sur la réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, c'est un ensemble de techniques qui sont utilisées dans la douleur, mais aussi dans la rééducation de la motricité. L'intérêt de cette publication, c'était la méthodologie qui était de très bonne qualité, puisqu'il s'agissait à la fois d'un essai en crossover sur un ordre entre l'utilisation de la réalité virtuelle et des éléments d'approche, on va dire, plus un deuxième groupe qui est un groupe, lui, qui faisait juste de l'observation et n'avait pas de la réalité virtuelle augmentée dans ce cas-là. Et c'est une étude qui aura besoin d'être poursuivie pour atteindre une puissance suffisante, mais qui montrait plutôt qu'on pouvait un peu simplifier les choses, en particulier avec la nécessité de placer de façon spécifique la présentation de l'image par rapport au rythme cardiaque, ce qui était recommandé dans certaines publications. Donc c'était une étude bien menée et qui a amené des éléments de simplification dans la prise en charge de ce type de patients. Je vous remercie. Merci. Merci. Vivez, soufflez, respirez, un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt.